Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors, bienvenue donc sur la rubrique Science et Torah. On va ouvrir aujourd'hui une série de cours sur la théorie de l'évolution. Bon, vous savez que la théorie de l'évolution est enseignée comme un dogme absolu dans de très nombreuses écoles en France. Dans les universités, elle fait partie des théories scientifiques, des théologies scientifiques, si je puis dire, qu'on considère comme, dans de nombreux milieux, comme une vérité absolue. Bon. Il va sans dire qu'on a un problème majeur avec la théorie de l'évolution. C'est pas seulement nous. Toute personne qui réfléchit sur l'origine de la vie a un problème majeur avec la théorie de l'évolution. Alors on va ouvrir notre réflexion sur cette théorie, d'abord en posant une série de constats. Vous savez que la théorie de l'évolution, finalement, a commencé à être véhiculée en Occident dans le contexte d'un procès, d'une rupture, à la fois d'un procès et d'une rupture, avec le spirituel, avec le divin. Qu'est-ce qui se passe dans l'Europe du XIXe siècle ? L'Europe du XIXe siècle, c'est une Europe qui a entre les mains une Bible en français, en latin, en anglais, véhiculée par le christianisme. Et donc, l'Europe du XIXe siècle a entre les mains un texte qui ne veut rien dire. Le texte de la Torah, en français, c'est un texte qui ne veut rien dire. La traduction, c'est déjà, on a l'habitude de dire traduction, trahison, traduttore et traditore. Pour la Torah, c'est particulièrement vrai, parce que la traduction, le mot lui-même, déjà en règle générale, c'est un petit peu, si vous voulez, la face extérieure d'une pensée. Alors la traduction d'un mot, c'est la face la plus extérieure de l'extériorisation d'une pensée. Alors la traduction d'un mot qui ne reflète pas toutes les couches et toutes les strates d'un mot, c'est carrément une trahison. Et cet adage donc, sur lequel traduction, trahison est vrai, est particulièrement vrai pour la Torah. L'Europe du XIXe siècle, c'est une Europe matérialiste. C'est une Europe qui veut rompre avec le spirituel dans le droit fil de ce qui s'est fait au XVIIIe siècle, avec cette ouverture des philosophes à cette idée fausse en soi qu'il y a un fossé entre la raison et la foi. Les philosophes du XVIIIe siècle ont posé cette espèce de rupture comme une évidence. La foi ne ressort pas de la raison. La foi et la raison sont séparées par un fossé, et ce fossé est un fossé infranchissable. Si je suis dans le domaine de la foi, je suis uniquement dans le domaine de la croyance. Si je suis dans le domaine de la croyance, je ne suis pas dans le domaine de la raison. Et si je suis dans le domaine de la raison, je suis dans l'observation. Et si je suis dans l'observation, je ne suis pas dans la croyance. Cette dichotomie, cette séparation, elle a été voulue et professée par les philosophes du XVIIIe siècle, et évidemment par l'idéologie scientiste du XIXe siècle. Alors l'Europe du XIXe siècle, pour construire une base en quelque sorte à cette vision, eh ben, elle se sert de ce que la Bible lui offre. Et effectivement, la Bible en français ne lui offre pas grand-chose. Si l'Europe intellectuelle du XIXe siècle s'était comportée comme l'Europe intellectuelle du XVe et du XVIe siècle, l'époque de la Renaissance, elle serait certainement retournée, comme l'ont fait les hébraïstes, vers le texte hébreu de la Torah. Elle aurait fait, par exemple, ce que Newton a fait. Newton, vous savez que c'était l'arrière-grand-père de la physique moderne. Newton, lui, il a appris l'hébreu avec un rabbin qui s'appelait Aben Danan. C'était en 1662, c'était à Cambridge. Et c'est un monsieur dont on a retrouvé, en 1936, les écrits de Newton ont été vendus à Sotheby's. On a retrouvé des centaines de documents annotés en hébreu, dans lesquels Newton dit que les Grecs ont reculé leur histoire de 300 ans pour ne pas dire qu'ils ont tout pris aux Juifs en philosophie et en mathématiques, dans lesquels il y a des commentaires sur la Megillat Esther, sur la Gemara, sur le Midrash. Et on voit que Newton, évidemment, sur la lunaison, évidemment, sur les mesures du Beth Amikdash, auquel Newton s'est intéressé de très très près. Et Newton était, en quelque sorte, une espèce de crypto-juif, un chassid u'mat ha'olam, un juste parmi les nations, qui n'a pas dévoilé son lien avec le judaïsme, parce que dans l'Angleterre de cette époque, certainement terminé, brûlé ou pendu, comme on le fait aujourd'hui pour les hérétiques d'un autre genre, dans l'État islamique. On parle beaucoup de ce qui se passe avec l'État islamique. Il faut se rappeler que l'Europe, elle a brûlé, et notamment pour les juifs, toutes sortes de gens qui refusaient donc d'aller dans le sens de la foi chrétienne. En tout cas, Newton, par exemple, et les intellectuels de cette époque sont des intellectuels qui sont retournés vers le texte hébreu de la Torah. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. L'évolution, elle est apparue dans ce contexte, dans un contexte de rejet du spirituel, de procès, de rupture avec le spirituel, mais sur la base d'une documentation qui est une fausse documentation. Si les intellectuels qui ont fait la promotion de l'évolution avaient eu accès au texte hébreu de la Torah, ils auraient certainement réfléchi
un peu différemment. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est un point tout à fait fondamental, mais là, qui si vous voulez, ressort de la méthodologie scientifique. La théorie de l'évolution n'a pas de problème avec la Torah. La théorie de l'évolution, elle a un problème avec la méthodologie scientifique. Si on a des choses à dire sur la théorie de l'évolution, c'est d'abord dans une perspective de méthodologie de la recherche scientifique. Que fait un scientifique ? Un scientifique, quand il fait des recherches, il pose un certain nombre de prédictions. Il vérifie ces prédictions, et notamment, il soumet ces prédictions à la sanction empirique, c'est-à-dire à l'expérience. Et si l'expérience infirme ces prédictions, eh bien, sa théorie voulant dire son évaluation, une théorie c'est une évaluation, cette théorie, eh bien, est donc repoussée. Alors, on va peut-être vérifier certains points de la théorie, et par contre, on va invalider certains points de la théorie, on va devoir pousser les recherches un petit peu plus loin pour dégager une nouvelle cohérence. Et lorsqu'on aura la sanction empirique, eh bien, on pourra effectivement dire si la théorie était valable, et la théorie devient une réalité, ce qui est le cas, par exemple, de la relativité. La relativité du temps, aujourd'hui, n'est plus une théorie, c'est une réalité. On appelle ça d'ailleurs, dans le langage des physiciens, la chronogéométrie. On mesure aujourd'hui le temps. L'écoulement du temps n'est pas le même en tout temps, en tout lieu, à l'heure où je vous parle maintenant. C'est une réalité. Vous avez tous des GPS. Les GPS, ce sont des instruments qui fonctionnent en tenant compte des différentiels d'écoulement du temps entre donc les informations qui nous sont soumises par les satellites, 20 000 km au-dessus de la Terre, et nous, ici sur Terre, il y a un petit différentiel, et on recalcule ce différentiel, on tient compte de la relativité. La relativité n'est plus une théorie aujourd'hui, c'est une réalité. Alors c'est exactement la même chose maintenant pour toute théorie scientifique. Elle devient une vision de la réalité, une expression, une explication de la réalité dans laquelle nous vivons à partir du moment où elle est vérifiée. Bon, beaucoup de gens vous diront, vous savez, alors ça c'est les gens qui tombent dans le relativisme avec un R majuscule, le relativisme systématique. Oui, c'est vrai, mais la sanction empirique et l'observation des faits n'est pas dégagée d'une certaine subjectivité, c'est-à-dire d'une certaine tendance à tenir compte d'éléments extérieurs à l'observation. Oui, c'est vrai, mais en matière de mesure des faits et en matière, si vous voulez, de quantification des faits, il y a d'abord un socle qui est le socle de la prédiction confronté à la réalité. Est-ce qu'il se vérifie ou pas ? Et lorsqu'il ne se vérifie pas, eh bien la théorie, elle est battue en brèche, elle est oubliée. Aujourd'hui, l'astronomie moderne a toute une série de théories sur l'apparition des particules élémentaires, etc. Elle les vérifie, et ça lui prend énormément de temps. C'est ainsi qu'il y a peu de temps, on a trouvé le fameux boson de Higgs qui permet d'expliquer l'apparition de certaines particules élémentaires, mais on est encore très très loin de connaître la réalité de ce qu'est le monde, le cosmos dans lequel nous vivons. Alors il y a un troisième point également, c'est que en matière scientifique, lorsqu'on donne un nom à un objet, ça ne veut pas dire qu'on lui a donné une explication. Par exemple, aujourd'hui, on sait que 95% de l'espace nous échappe complètement. 95% du cosmos dans lequel nous vivons nous est complètement inconnu. Alors on parle de matière noire, d'énergie noire. Tout le monde est bien d'accord que les noms que nous donnons ne sont pas des explications. Ce sont des noms. En attendant que nous puissions expliquer comment fonctionne cette matière dans laquelle nous vivons. Mais donner un nom, ça n'est pas fournir une explication. C'est pour l'instant poser une étiquette et dire, voilà, ce nom correspond à une certaine réalité. Que je la connaisse ou que je ne la connaisse pas, j'ai simplement besoin de la déterminer par un mot, alors je la détermine par un mot. Matière noire, énergie noire. Bon, on ne sait toujours pas ce que c'est 95% de l'univers, et on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas de quoi c'est fait, on ne sait pratiquement rien donc, du cosmos dans lequel on vit. On a quand même donné des noms. Dans la théorie de l'évolution, ça ne fonctionne pas comme ça. On donne toutes sortes de noms, la sélection naturelle, l'indétermination qui permettrait d'expliquer l'apparition de certains phénomènes, c'est un mot savant pour parler du hasard, et donc avec ça, si vous voulez, on va habiller, d'accord, l'explication de certains, l'ignorance de certains phénomènes par des mots en prétendant donner une explication. Bon. Ce sont les trois choses qu'il faut poser avant de parler donc de la théorie de l'évolution. Quand est-ce que la théorie de l'évolution est apparue ? Darwin donc publie De l'origine des espèces en 1859. Que fait Darwin ? Il va tenter d'expliquer l'apparition du vivant et le développement du vivant par un certain nombre de phénomènes liés notamment à la sélection naturelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'époque où Darwin commence à se faire connaître, on a une très petite connaissance des cellules, par exemple. On regardait la cellule comme un sac d'eau. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la cellule, on en a une connaissance qui commence à être un petit peu plus précise.
on a la double hélice d'ADN, on a tous les codes génétiques donc, qui sont encodés à l'intérieur de la cellule. On en a plusieurs centaines de trillions donc, dans notre corps, mais on est quand même un petit peu loin d'une connaissance parfaite et exhaustive de la cellule. On sait beaucoup de choses aujourd'hui sur la cellule, mais on ne sait pas tout. À l'époque de Darwin, on ne sait rien. On sait que la cellule, c'est un sac d'eau. C'est comme ça qu'on en parle. Un petit peu comme si vous voulez, je voudrais aujourd'hui expliquer un phénomène qui se passe à 10 km de chez moi, simplement parce que j'habite en haut d'une montagne et que je vois ce qui se passe environ à 10 km par beau temps, et j'essaie d'expliquer donc ce qui se passe à 10 km. Il est évident que je ne peux pas fournir la même explication que lorsque je dispose donc d'une lunette optique qui me permet de voir au millimètre près ce qui se passe à 10 km. Alors c'est exactement la même chose pour la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, à l'époque où elle a été formulée, est une théorie qui permettait, du haut d'une montagne, de regarder ce qui se passait à 10 km par beau temps. Aujourd'hui, on a une très grande connaissance de la cellule, et donc il y a un certain nombre d'affirmations darwiniennes qui nous paraissent complètement désuètes et ridicules. L'affirmation de base, c'était l'affirmation de Lamarck. Le modèle de Lamarck était un modèle qui a marqué les débuts de l'évolution. Alors Lamarck, c'était un naturaliste français qui disait que la girafe avait acquis son cou par transformation successive, parce qu'un de ses ancêtres avait dû un jour se nourrir donc de trouver sa nourriture dans les arbres, donc il fallait qu'elle lève le cou pour se nourrir, et donc l'avantage acquis par cette nécessité du milieu avait fait que les descendants de la girafe avaient un cou plus long. Bon, ça c'était Lamarck. Ce modèle a été complètement invalidé, mais c'est un modèle qui existait à l'époque de Darwin et qui a été un des éléments fondateurs de sa théorie. Ah bon, aujourd'hui on sait que c'est faux, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'avantages acquis qui ne se transmettent pas, un certain nombre de transformations du corps qui ne se transmettent pas. Alors nous les Juifs, on en est l'illustration la plus parfaite, puisqu'on a la Brit Mila. On a la Brit Mila, mais nos enfants ne naissent pas avec la Brit Mila. Je peux dire que c'est peut-être l'illustration la plus simple que l'on puisse donner pour déjà montrer le ridicule de cet argument. Mais il a fallu des avancées au niveau donc, de la génétique pour qu'on comprenne qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques, effectivement, qui se transmettent, mais qu'un certain nombre d'avantages acquis ou de transformations, non pas drastiques d'un système à l'autre, mais simplement de micro-transformations, ne vont pas forcément se transmettre aux descendants. Alors ça, c'est le premier point qu'on peut poser au sujet de la théorie de l'évolution. Puis alors maintenant, effectivement, il y a un autre point concernant la théorie de l'évolution. C'est que la théorie de l'évolution, elle est construite notamment sur cette idée que la vie est apparue par hasard et que pour se développer, il lui a fallu de très très longues périodes. Donc la vie serait apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Et il aura fallu de très 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 longues périodes pour que, en quelque sorte, les êtres modernes que nous sommes, dans la théologie évolutionniste, donc, aient pu apparaître. Et puis alors, évidemment, le travail de la nature a été guidé par la sélection naturelle. Ce qui est intéressant, vous voyez, quand on parle de la théorie de l'évolution, c'est de comprendre un petit peu la mécanique des délires paranoïaques. Vous savez que, par exemple, les délires paranoïaques, comment c'est construit un délire paranoïaque ? La personne décide que, bon, voilà, vous ne l'avez pas dit bonjour mardi, vous n'avez pas croisé mercredi, donc vous commencez à la détester le jeudi. À partir de là, l'individu qui ne vous voit pas pendant un mois construit toute une Torah, toute une vision. Vous le détestez, vous avez envie de lui nuire, vous avez envie de le détruire, vous allez tout faire pour le faire disparaître. De toute façon, il n'a aucune chance de lui, donc de toute façon, vous êtes son ennemi. Donc il vous croise un mois plus tard, et là, il vous fait des yeux furibonds, il a déjà un pistolet, il est prêt à se défendre face à l'agression que vous allez lui faire subir. On appelle un délire paranoïaque. C'est-à-dire que le prémisse est effectivement un événement qui s'est déroulé, mais l'interprétation de l'événement et tout ce qui en découle vient d'une certaine vision du premier événement. Alors c'est exactement la même chose pour la théorie de l'évolution. Il y a un certain nombre de prémices dans cette théorie. Quand on parle de la théorie de l'évolution et de l'évolutionnisme, il faut toujours retourner aux prémices. Il ne faut pas être dans les anfractuosités du délire. Il faut être sur le prémisse. Le prémisse, c'est que la vie est apparue par hasard. Alors c'est très intéressant, cette idée que la vie est apparue par hasard. Parce que un des premiers philosophes à avoir véhiculé cette idée s'appelait Anaximandre, c'était un philosophe grec. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce dieu grec qui s'appelle le hasard, il est extraordinaire parce qu'il est comme le nôtre. Il est partout. Hachem est partout. La volonté d'Hachem, elle s'exprime à chaque niveau, donc de chaque particule. Alors on peut le démontrer très simplement quand on donne cet exemple du verre d'encre. Un verre d'encre devant une feuille blanche, je donne une pichenette, l'encre qui se répand ne va pas donner un poème de Victor Hugo tout seul.
il faut qu'il y ait un auteur. Et effectivement, s'il y a un auteur, et qu'on peut constater qu'il y a un auteur, en lisant le texte de l'auteur, on verra le génie de l'auteur dans chaque strophe, dans chaque phrase, dans chaque mot. De la même manière, dans le monde dans lequel on vit, dans chaque super amas, galaxie, planète, individu, cellule, microcellule, on verra la trace d'un génie, d'une organisation qui est là à l'œuvre et qui a organisé, on verra la trace de l'être qui a organisé tout cela. Maintenant, la théorie de l'évolution dit le hasard. Alors, le hasard, il est partout. Effectivement, il est comme nous. Hachem est partout. Le hasard aussi, il est partout. C'est ça qui est extraordinaire. Mais alors, quelle est la différence entre le Dieu hasard et le nôtre? C'est que le Dieu hasard, il n'exige rien. Alors que le nôtre est très exigeant, puisqu'il a un projet, c'est qu'il a un but. Et s'il a un but, c'est qu'on est pris dans ce but et qu'on est ici dans une histoire qui a une destination. Alors, le point fondamental, donc, quand on parle du hasard, c'est sur ça qu'il faut réfléchir, c'est d'abord, finalement, quelle est la nature mathématique, physique de cette donnée qu'on veut appeler le hasard. La vie est apparue par hasard. Alors, il y a une science qui s'appelle les mathématiques, et les mathématiques, il y a eu des mathématiciens dans les années 20 qui se sont penchés sur cette idée qu'on pourrait faire apparaître la nature par hasard. Alors c'est très intéressant parce qu'ils ont pris un certain nombre de caractéristiques, ce qui est nécessaire pour faire apparaître la vie, de l'azote, etc., un certain nombre de composants chimiques, etc. Ils ont essayé de réfléchir sur ce qui était nécessaire. Ils ont dit, voilà, pour que les 2000 premières enzymes qui sont nécessaires à la fabrication des premières briques du vivant puissent apparaître, alors la probabilité est la suivante, elle est de 10 puissance moins 40 000. Bon, en mathématiques, déjà, à 10 puissance moins 300, on est dans le domaine de l'impossibilité. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur cette statistique parce qu'elle est très souvent utilisée par les créationnistes musulmans ou chrétiens ou protestants aux États-Unis, puis on l'entend très souvent également chez nous. Et vous expliquez un peu le piège de cette statistique. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on dit qu'un phénomène a une chance sur 10 puissance moins 40 000 d'arriver, c'est qu'il a une chance d'arriver. Donc quand vous dites la statistique dit que c'est impossible, parce que j'ai 10 puissance moins 40 000 de chances que ça arrive, vous dites une incohérence. Si j'ai une chance sur 10 puissance moins 40 000, c'est donc bien que j'ai une chance. Or, que signifie cette statistique? En fait, cette statistique, elle a été faite par des mathématiciens qui voulaient montrer l'impossibilité de la chose, mais qui voulaient nous en donner une image. Vous et moi, nous partageons cette idée que nous ne pouvons pas nous baser sur l'abstraction pour raisonner. On a toujours besoin d'images et de représentations. On ne peut pas raisonner, nous ne sommes pas des purs esprits. Nous avons besoin de représentations imagées pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir dire les choses. Comme on le dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours cette expression? C'est une expression qui dit bien ce qu'elle dit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que tu visualises, par les mots que je suis en train de véhiculer, une image qui permet de comprendre ce qu'il y aurait d'abstrait dans ce que je dis, mais qui a un rapport avec la réalité avec laquelle je vis. Or, le rapport avec la réalité, il se fait par les yeux, il se fait par des images. On a besoin d'images et de représentations de ce que l'on dit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Les mathématiciens qui ont travaillé ont voulu nous donner une image de cette représentation. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous expliquer à quel point c'était impossible. Mais cette statistique n'est pas à prendre au sérieux au sens statistique du terme. Quand les assurances font des statistiques, quand les financiers font des statistiques, c'est parce qu'ils parlent sur des phénomènes qui se sont produits. Voilà, telle conjonction économique peut produire tel problème sur le plan économique qui peut conduire à une crise économique. Ce sont des données quantifiables, observables, qui ont déjà existé, à partir desquelles on construit des modèles de raisonnement mathématique. La même chose pour les assurances. Telle personne ayant tel profil médical, se comportant de telle manière, vivant de telle manière, présente tel risque de maladie. On a des statistiques pour savoir des hôpitaux, on va voir la caisse de sécurité sociale, et on a des données quantifiables, mesurables, observables. C'est comme ça qu'on construit une statistique. Mais comment est-ce qu'on peut construire une statistique sur un phénomène qui s'appelle l'apparition de la vie à partir de rien, sans aucune intervention extérieure? Ça n'a jamais été observé, et je vous le garantis, ça ne sera jamais observé. Alors que signifie cette statistique? Elle signifie simplement que les mathématiciens qui l'ont faite ont simplement voulu nous montrer à quel point c'était impossible. Alors une fois, j'ai expliqué ça à un statisticien, mais il était un peu dur d'oreille, il ne voulait vraiment pas entendre. Ça justifie tout à fait cette idée qu'on dit tous les matins, l'autre à Tourou, à Relfem, à Relfem. Il ne faut pas aller d'après vos yeux, d'après vos cœurs. Et les Chachamim lui disent, suivre son cœur, suivre ses inclinaisons, c'est se créer un esprit de dénégation, un esprit d'hérétisme. Pourquoi? Parce que l'esprit fonctionne à partir de la volonté. Quand quelqu'un ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre. En tout cas,
il y a dans cette statistique une donnée qui est une donnée très intéressante et qui, par contre, peut être illustrée d'une autre manière. Alors, j'ai expliqué à ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, regardez, moi, j'ai ma théorie d'un côté qui dit que nous avons 99% de chances, je suis gentil, donc que le monde a été créé par Dieu. Mais votre théorie, la vôtre, qui dit 10 puissance moins 40 000. La vie est apparue par hasard, toute seule, sans aucune intervention extérieure. 10 puissance moins 40 000. Alors, on a expliqué ce que vaut cette statistique, ce qu'on en fait. On peut ajouter ici un petit élément, c'est que si on devait ajouter les vrais éléments de la vie, c'est-à-dire la conscience et le langage, on serait à 10 puissance moins 400 milliards de trillions de milliards trillions. Parce que ça, personne dans l'évolution n'est capable d'expliquer scientifiquement l'apparition, scientifiquement au sens de l'observation, de la prédiction, comme on l'a posé au départ. L'idée que le langage et la conscience sont arrivés tout seuls. Ça, personne ne peut le faire. Darwin n'était même pas capable d'expliquer l'apparition de l'œil. Et on n'est toujours pas aujourd'hui capable d'expliquer l'apparition de l'œil. Même dans les archives fossiles, on n'a pas trouvé de moitié d'œil, de tiers d'œil. On n'a pas trouvé ça. On a trouvé des yeux qui possédaient toutes les caractéristiques qu'il faut pour que ça fonctionne et qui pouvaient parfaitement fonctionner. Je referme ici la parenthèse. Donc d'un côté, on a ma statistique, la mienne. Je suis gentil, 99% de chances que Dieu ait créé l'univers dans lequel on vit. De l'autre côté, 10 puissance moins 40 000. Alors, j'ai demandé à ce monsieur, je lui dis la chose suivante. Si je vous vendais une voiture, avec ce pourcentage de chance de la faire démarrer, 10 puissance moins 40 000 de chance de la faire démarrer, 0,000 40 000 zéros l'un derrière l'autre, avec 7 pourcentage de chance de la faire démarrer, vous l'achèteriez? Merci. Donc vous ne l'achèteriez pas. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de votre argent, vous êtes intelligent. Et là, il y a une question fondamentale. Ça, c'est la question fondamentale qu'on peut poser au matérialisme et à l'évolutionnisme. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la réalité dans laquelle vous vivez, de votre argent, vous êtes intelligent, et pour Dieu, vous devenez bête? Et alors, la réponse est la suivante. C'est parce que le rapport au divin, qui a été introduit par la philosophie occidentale au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et ce procès qui a été fait par la philosophie occidentale au XVIIIe et au XIXe siècle, qui a abouti sur la laïcité que nous connaissons aujourd'hui dans le monde occidental, eh bien, ce procès a privé précisément les philosophes, les intellectuels, d'un outil fondamental pour raisonner sur le spirituel. C'est la raison. C'est que lorsque je dis Dieu a créé le monde, je ne fais pas une déclaration religieuse, je fais une déclaration scientifique. Lorsque je dis que Dieu gère le monde dans lequel on vit, je ne fais pas une déclaration religieuse, je fais une déclaration scientifique. Parce que je suis en train d'expliquer que j'ai 99,99% de chances que le monde dans lequel je vis soit apparu à partir donc d'une intervention d'une intelligence extérieure. Dire le contraire, c'est rentrer dans une poésie, dans une liturgie. Mais ça n'est pas une poésie, une liturgie religieuse, religieuse au sens poétique du terme. On est ici dans le domaine de la mythologie grecque. On est ici dans le domaine des divinités grecques, sumériennes, égyptiennes. Il y a 18 000 ans environ, des divinités se seraient réunies et auraient donné la naissance aux premiers Égyptiens, etc. C'est ce qu'a raconté Manéthon, qui était l'historien de l'Égypte, sur l'origine de l'Égypte antique. On est ici, effectivement, quand on nie cette part de raison mathématique qui structure le physique, observable aujourd'hui. Comme disait Penzias, quand on nie ça, on nie une réalité. Penzias disait, c'est celui qui a découvert le Big Bang, Penzias disait, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, il disait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on voit un ordonnancement. Quand il y a un ordonnancement, c'est qu'il y a un objet, c'est qu'il y a un projet. S'il y a un projet, c'est qu'il y a un but. S'il y a un but, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait un but. C'est tout à fait scientifique de parler comme cela. Nier cela, c'est effectivement perpétuer cette espèce de folie qui est née dans la philosophie grecque, et qui a trouvé une nouvelle force donc, au cours du XVIIIe siècle, et qui a été en fait une rupture avec la raison. Et cette rupture avec la raison pour la philosophie occidentale, elle a été, en tout cas, dans le cas du darwinisme, l'occasion de trouver un socle à la fois philosophique et scientifique à des idéologies qui ont été des idéologies destructrices. Alors c'est la théologie de l'absurde, où Huxley, qui était un auteur, et qui était vraiment
qui était l'élève par excellence de Darwin, disait, vous savez, ça nous a permis d'enlever toutes les barrières morales, parce que ça nous a permis d'arrêter de poser des entraves à notre liberté sexuelle. Donc il y a ici quelque chose qui est dit. Cette idée que finalement, si je n'ai pas de Dieu au-dessus de ma tête, je n'ai pas de valeur transcendante, donc je n'ai pas d'obligation transcendante, je n'ai pas d'obligation absolue. Je n'ai que des conventions que je peux bouger au gré de mes besoins. C'était l'idéologie de l'absurde. Il y a eu le matérialisme. Les grands scientifiques, à l'époque de Staline, étaient complètement marqués par le schéma évolutionniste. Et puis il y a eu la parenté que personne ne veut reconnaître aujourd'hui chez les évolutionnistes, et la parenté entre l'idéologie darwinienne et le darwinisme social. Bon, darwinisme social, on sait ce que c'est. Darwinisme social, c'est l'ouverture au racialisme et aux théories racialistes nazies. Les plus forts, ceux qui ont les avantages acquis, peuvent résister et ils peuvent continuer donc à exister. Ils peuvent continuer à perdurer. Donc il y a ici, dans les prémices de la théorie de l'évolution et dans la manière dont elle s'est développée et les socles philosophiques sur lesquels elle repose, une série de mysticismes religieux qui, avec le temps, ont créé en quelque sorte les socles de différentes religions ou sous-religions laïques et qui finalement sont un refus de la raison. Et ce refus de la raison, il est à l'origine d'une pensée qui est une pensée matérialiste et une pensée cruelle, qui est une pensée qui a justifié un certain nombre d'idéologies complètement destructrices. Il y a donc ici un problème majeur, qui est que lorsque l'on parle de la théorie de l'évolution, on doit d'abord commencer à poser, ça c'est un point fondamental, c'est que cette vision du monde, elle repose sur une vision matérialiste, sur un refus du divin, sur un refus du spirituel, mais surtout sur une méconnaissance totale, lorsqu'elle s'ordonne en procès contre le spirituel, contre Dieu, contre la Torah, elle repose sur une méconnaissance totale de ce qu'est la Torah et de ce qu'est la science. À très bientôt.